La pyramide reste au firmament, créée il y a 200 ans par Fernand Point et repris par Patrick Henriroux, toujours au fourneau. Le restaurant isérois est un monument de la gastronomie française. Le guide Michelin lui accorde sa confiance et 2 étoiles depuis 3 décennies. Améliorer ses capacités d'attention au cours d'EPS grâce au biathlon, mais ça peut aussi servir dans la vie de tous les jours. Une expérience que mènent ses élèves de 6e du collège Fernand Léger à Saint-Martin-d'Air, comme 17 autres classes de l'Académie de Grenoble. Et puis la ville de Grenoble lance un plan pour la vie nocturne. Pendant plusieurs mois, un collectif a interrogé agents de la ville, experts, policiers, médecins associatifs et habitants pour établir un diagnostic. On fera le point avec l'adjointe en charge de la tranquillité publique, Maud Tavel. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 23 mars 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Au firmament de la cuisine, le guide Michelin vient de dévoiler une nouvelle fournée d'étoiles. Pour l'Isère, 9 étoiles. On retrouve dans la moisson 2022 les 2 étoiles de la maison à Ribert à Uriage. Toujours une étoile pour le Petit Polyte aux Deux Alpes, l'émulsion à Saint-Alban de Roche près de Bourgoin-Jallieu, l'Ambroisie à Saint-Didier-de-la-Tour, le domaine de Clairefontaine à Chaunas-Lambalan ou pour Stéphane Froidevaux au Fontaine-la-Tour à Grenoble. Mais le premier de ces établissements à avoir su séduire les inspecteurs du Michelin, c'est la Pyramide à Vienne. La maison fête cette année ses 200 ans et les 30 ans de ses 2 étoiles, un record de longévité. Lucille Dailly. La casserole chante, l'assiette reprend des couleurs et les fourneaux libèrent ce doux fumet qui sommeillait pendant quelques jours de trêve annuelle. Ce matin-là, la nouvelle carte révèle ses secrets. Concentrée mais sereine, la brigade de la Pyramide exécute une partition déjà impeccable. Sous la direction d'un chef fidèle à ses principes, se réinventer, oui, pourvu de puiser son inspiration dans ce qui l'entoure. L'aspiration, c'est la saisonnalité. Nous, on a une chance, c'est qu'on est ouvert 11 mois sur 12. Et donc, on est dans une région semi-continentale ici, où on a un peu de tout le temps. Patrick Henriroux ne se disperse pas, comme qui serait tenté de coller au mode culinaire pour conquérir le cœur du guide Michelin. À Vienne, la Pyramide conserve ses 2 étoiles obtenues 30 ans plus tôt dans le souci de régaler les convives, comme en son temps Fernand Point, qui dirigea l'établissement avec sa gouaille et son grand cœur dès 1925, parmi les 23 premiers chefs récompensés de 3 étoiles en 1933. Lui qui avait repris l'affaire de son père Auguste, le géant aux 2 macarons, forma entre autres Paul Bocuse et reçut tous les grands de ce monde. Fernand Point avait fait ses études dans les grands palaces, à Paris, au Bristol, au Royal à Évian, avait fait tout un tour de France et en 1928 a révolutionné la cuisine ici dans la région lyonnaise, on va dire, en amenant la finesse, l'élégance, le prestige, l'argenterie, le cristal de Baccarat, les plus belles porcelaines de Limoges et a très vite monté dans la hiérarchie. Ces filets de sole aux nouilles et autres poulardes aux truffes en vessie s'expriment encore sur les plus grandes tables. Fernand Point, lui, disparu en 1955. Reprendre une telle maison relevait de la gageure, mais un tout jeune chef de 30 ans, formé chez Georges Blanc, tenta l'aventure à la fin des années 80. On s'est dit, c'est une opportunité, c'est soit je la prends et je sais que je prends le gros risque, soit je la prends pas et peut-être un jour je me mords les doigts toute la vie de dire pourquoi j'ai pas essayé. Donc on a essayé et ça fait 34 ans qu'on est là. 34 ans de passion, d'observation, de réflexion tout autour de l'instant unique d'une visite à la Pyramide. Patrick Henriroux se remet en question en permanence avec une approche philosophique de son métier, en prenant soin d'impliquer chacun des corps de métier dans l'évolution de la carte, des lieux, du mobilier, en prenant soin d'interroger toujours la mémoire des pionniers pour être au point. Et la Pyramide qui recevra vendredi les chefs de 3 maisons de famille légendaires, 3 gros Bocuse, l'auberge de Lille, pour un dîner à 8 mains en hommage à Fernand Point. Prof de sport au collège, c'est parfois autant éducateur sportif qu'éducateur tout court. Mais il est une discipline qui réunit tous les suffrages, le biathlon, porté par les champions français parmi les meilleurs du monde. Une discipline qui nécessite aussi rigueur, concentration et dépassement de soi. Des collégiens de l'académie en testent actuellement les bienfaits. Lina Badreddine.
La discipline peut sembler peu accessible, loin des plateaux du Vercors et autres pas de tir de Chartreuse. Et pourtant, c'est à Saint-Martin-d'Air que ces élèves pratiquent le biathlon, avec de la course pour remplacer le ski de fond et des carabines laser. C'est plus original, enfin, c'est pas habituel de faire du biathlon à l'école. On court et puis on tire, c'est un peu comme des vraies carabines et du coup c'est pas mal. Faut du calme et de la précision pour réussir à mettre toutes les balles. C'est bien parce qu'on dirait du laser game. C'est physique et ça dépense beaucoup. Là on peut tirer alors que dans les autres sports faut courir, mais on court quand même, mais on ne tire jamais. Et j'aime bien puisqu'on enchaîne la course après avec le tir et on n'a pas l'habitude de faire ça, je trouve que c'est pas mal. Si cette discipline fait plaisir aux collégiens, elle a d'abord un intérêt pédagogique. 18 classes de 6e de l'Académie de Grenoble participent à cette expérimentation qui consiste à améliorer les capacités d'attention des élèves en EPS à travers la pratique du biathlon. Ça parle à tous les élèves parce qu'il y a l'aspect physique, endurance pour toutes les parties de course. Mais ça parle aussi aux élèves qui sont un peu plus scolaires et peut-être pas forcément très sportifs. Et du coup, tout l'aspect tir est hyper intéressant parce que justement, on peut avoir toutes ces phases de concentration où on leur demande une compétence qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler en EPS. En discutant avec les enseignants d'EPS, ils nous faisaient très régulièrement remonter le fait que les capacités attentionnelles des élèves évoluaient pas forcément de façon favorable. Et de la même manière, les capacités aérobie semblait un peu être remis en cause. Et donc collectivement, on cherchait une idée pour pouvoir engager les élèves dans des activités beaucoup plus ludiques qui sollicitaient ces deux capacités à la fois attentionnelles et à la fois aérobie. Un sport tout de même coûteux, les carabines laser utilisées et leurs accessoires pour tirer valent plus de 1 000 €. Mais les élèves ont appris à manipuler le matériel avec précaution et qui sait, peut-être que parmi eux se cache le futur Quentin Fillon-Maillet. Allez, comme on est en Isère, on va être un peu chauvin et rajouter Émilien Jacquelin ou Anaïs Chevalier-Boucher. Des collégiens qui pourraient décider de se tourner dans quelques années vers les métiers de la santé. C'est la thématique du prochain numéro de Voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Devenir infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie ou encore ambulancier, c'est vouloir exercer une profession tournée vers les autres. Des perspectives d'emploi nombreuses et surtout très variées dans la région sont autant de garanties pour tous ceux et celles qui souhaitent consacrer du temps aux soins et de l'attention aux autres. C'est à voir sur Télé Grenoble jeudi à 20h. Concilier la ville qui dort, la ville qui travaille et la ville qui s'amuse, vaste chantier auquel a décidé de s'atteler voilà plusieurs mois la ville de Grenoble autour de ses 158 000 habitants, un peu plus. À la manœuvre de ce plan grenoblois de la nuit, Maud Tavel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Grenoble en charge de la tranquillité publique. Pourquoi avoir choisi de vous intéresser à cette question de la nuit? Est-ce que c'est parce que ça constitue quand même plus d'un quart de la journée en quelque sorte? Exactement. Donc, je suis en charge de la tranquillité publique, mais aussi des temps de la ville, puisque finalement, la ville, elle fonctionne 24 heures sur 24 et on a jusqu'à présent finalement pensé aménager la ville sur à peu près 16 heures sur 24, alors que finalement, la ville, elle fonctionne tout au long de la journée et de la nuit. Donc, un objectif, effectivement, de se pencher aujourd'hui sur des logiques, effectivement, permettant de concilier toutes les activités. Vous le disiez, c'est se divertir, mais c'est aussi penser à ceux qui se reposent ou encore ceux qui travaillent. Alors, la première étape, établir un diagnostic. Et il vient d'être rendu. Comment s'est déroulée cette enquête ? Alors, cette enquête, c'est plus de 250 entretiens qui ont été menés sur plusieurs mois. C'est aller à la rencontre à la fois de la société civile, de tous les professionnels de la nuit, que ce soit, on pense bien évidemment en premier lieu aux activités culturelles, aux activités de commerce, mais c'est aussi les services de santé, les services de secours, ceux qui sont en lien avec la solidarité, les travailleurs de nuit, auxquels on pense peu. Donc, ces démarches-là nous ont permis d'avoir une radiographie, on va utiliser ce terme-là, qui nous a permis finalement de faire ressortir un petit peu plus d'une centaine de propositions qui sont pour certaines en contradiction, mais qui en tout cas permettaient de poser un diagnostic pour pouvoir demain construire effectivement un plan de la vie nocturne. Alors qu'est-ce qu'il est ressorti un petit peu de cette enquête, les grandes lignes? Je crois que plusieurs thématiques avaient été établies dès le départ. Alors on avait effectivement plusieurs thématiques, c'est 9 thèmes qui ont été
été abordés. Il en est ressorti des choses très différentes, à la fois sur les questions de déplacement, sur les questions de la santé, comment accéder aux problèmes de santé la nuit, mais aussi bien évidemment les problèmes de voisinage, et on pense bien évidemment aux nuisances sonores. C'est aussi les questions d'accès à l'emploi et puis les questions de solidarité, parce que la nuit aussi, on a beaucoup de personnes invisibles qui sont nécessaires d'accompagner. Alors Grenoble, c'est une ville étudiante. Les jeunes nous diront que Grenoble, c'est mort après 1 heure, mais pour ceux qui habitent au centre-ville, c'est beaucoup trop bruyant. Comment est-ce que la ville va pouvoir arbitrer entre les différents usages de la nuit, les différentes générations ? Alors, la démarche de Grenoble la nuit, elle poursuit un double objectif. Le premier, c'est d'avoir une approche qui soit à la fois globale et transversale de la nuit, effectivement, avec des constats qui ne seront pas les mêmes du point de vue... alors, on parle des étudiants et après, on peut parler des moins jeunes, mais même, je pense que dans un parcours de vie, quand on est jeune parent, on a une sensibilité qui n'est pas la même que quand les enfants deviennent adolescents. Donc, effectivement, c'est arriver à construire un dialogue qui puisse, en tout cas, élaborer des démarches. Et puis, c'est se poser aussi la question du service public la nuit, parce que c'est un élément important. Je vous donne un chiffre qui est significatif. Quand on regarde aujourd'hui le budget fonctionnement de la ville de Grenoble, c'est 2,40% qui est dédié aux activités de nuit, alors que la ville fonctionne aussi la nuit. Donc c'est aussi se poser la question de son rééquilibrage. Ça veut dire plus de police municipale, ça veut dire plus d'associatifs dans la... Alors, ça veut dire en tout cas des activités, effectivement, des équipements municipaux qui pourraient ouvrir de manière un petit peu plus tardive. Alors, on parle de présence humaine, donc on pense à la police municipale, mais c'est aussi des médiations. La médiation dans les rues piétonnes qui sont parfois utilisées de manière festive, mais aussi ce phénomène qu'on voit de plus en plus avec les beaux jours arrivants des parcs. Donc, c'est effectivement la question de la présence humaine, des équipements sportifs qui pourraient être ouverts de manière plus tardive, les équipements culturels. On a la chance à Grenoble d'avoir un réseau des bibliothèques important. Est-ce que certains équipements pourraient rester ouverts de manière plus tardive ? Donc, c'est toutes ces questions-là, effectivement, que l'on souhaite travailler. Alors, le calendrier pour la suite, le calendrier pour la suite, maintenant que le diagnostic vient effectivement d'être présenté, c'est l'installation à partir du mois de mai de 6 commissions qui vont plancher sur plusieurs thématiques. Donc, on pense au travail de la nuit, on pense aux questions de divertissement, mais c'est aussi les questions de santé, les questions de déplacement et de sécurité. Et l'objectif, c'est d'arriver à prioriser, à choisir entre toutes les propositions qui ont émergé, peut-être des nouvelles, parce que l'objectif, c'est que ces groupes de travail soient ouverts au plus grand nombre, et d'élaborer un plan de Grenoble la nuit d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, parce que quand on est sur ces questions-là, c'est important d'avoir des lieux de dialogue, parfois aussi de conciliation. Donc, c'est aussi installer un conseil de la nuit qui aura bien évidemment pour objectif de poursuivre et surtout d'analyser un petit peu les mesures mises en place. Merci Maud Tavel. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, on peut retrouver le diagnostic complet de Grenoble la nuit sur le site de la ville, grenoble.fr. Merci. Allez, on poursuit avec notre magicien préféré, Kevin Micou, habitué des plus grandes salles comme des plus petites, de Las Vegas à Vars, primé au Mandrake d'Or, l'Isérois que le monde entier nous envie, sera jeudi sur la scène du local qui s'est fait connaître comme Resto du Midi à Saint-Égrève. Kevin, qui a le goût du challenge, proposera ici dans cette nouvelle salle son nouveau spectacle expérimental avec son désormais fameux numéro de mentalisme et hologramme. Encore plus fantastique, après la magie, les dragons, un nouveau spectacle de Thomas Joly à découvrir du 23 au 26 mars à la MC2 à Grenoble. L'histoire d'un dragon à 3 têtes qui règne en despote sur une ville imaginaire. Les autorités locales se plient à tous ses caprices et chaque année, les habitants sont contraints de lui offrir une jeune fille. Mais débarque Lancelot, chasseur de dragons de son état. Sous les habits du comte, la pièce traite d'un sujet éminemment politique, l'avènement et le maintien d'un monstre au pouvoir. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Attic et un titre issu de son dernier album sorti ce mois-ci. Le rappeur romantique poursuit son vague à l'âme tour et sera en concert jeudi soir à la Belle Électrique. Excellente soirée à tous. Des voyous à 5 centimes. Oh là là, j'arrive plus.